Bonjour les amis, IE et II tout court, enfin avec des S à la fin évidemment parce que vous êtes nombreux. J'espère que vous allez bien, que depuis qu'on s'est vu, si je puis dire, parce que moi je vous vois pas mais vous me voyez, tout va bien, la vie est belle, que j'ai vu que mon dernier sujet vous avait intéressé majoritairement, puis j'ai lu vos commentaires très chaleureux et très consolateurs, parce que j'étais un peu énervée la dernière fois, ce coup-là, je me suis retenue, non, j'ai rien à dire ce coup-là. Voilà, tout va bien. Merci pour tout ce que vous m'écrivez. Merci pour les idées que vous me donnez des fois. Et puis, merci aussi pour votre générosité matérielle et puis votre grande générosité de cœur, évidemment. Voilà, je le dirai jamais assez parce que c'est important de le dire. Et puis, pour moi, c'est important de le recevoir. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, j'espère que je vais vous intéresser avec le sujet dont je vais parler. Je vais parler du golem. Alors, c'est un sujet que j'avais regardé en passant, comme ça, il y a très longtemps. Je me suis dit, tiens, c'est marrant ça. Puis je suis rentrée un peu plus dans le sujet, puis je suis rentrée vraiment dans le sujet, et puis je me suis aperçue que c'était absolument passionnant. Donc ce sujet qui aurait dû être un petit peu court, sera un petit peu plus long. Et parce que je vais parler également de ce rabbin pragois, de ce qu'on appelle le Maharal, et de l'empereur de l'époque, qui était quand même un singulier personnage. Alors ces deux-là, que ce soit le Maharal ou l'empereur, ils étaient diamétralement opposés, mais pourtant ils se sont entendus. Et ce sont deux personnalités qui sont absolument passionnantes, c'est pour ça que je me suis un petit peu étendue sur leur personnalité, tout cela autour du golem, bien évidemment. Donc il y a de l'étrange et il y a de l'histoire aujourd'hui. Et de l'histoire très intéressante, ça se passe à la fin de la Renaissance, et vous allez peut-être apprendre quelques trucs, comme moi j'en ai appris en préparant le sujet. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. Et allez, c'est parti. Donc lorsque l'on évoque le sujet du golem, on ne peut le dissocier de son éminent créateur, qui est le rabbi Yehuda Lev ben Betzalel. Il est mieux connu sous le nom de Maharal. Alors Maharal, qu'est-ce que ça veut dire? Maharal, c'est les abréviations, c'est les lettres, les premières lettres de ce qui signifie notre maître Rabbi Lev. Et voilà, donc on le connaît tous sous ce nom-là et pas vraiment sous son nom originel, si je puis dire. Cet éminent talmudiste et kabbaliste, qui est une très grande figure du judaïsme, est né entre 1512 et 1520, on n'a pas exactement les dates, peut-être à Worms en Allemagne, peut-être en Pologne à Potsdam, on n'en sait rien du tout. Non, c'est Posen, pardon. Et parce que bon, à l'époque, c'était pas aussi précis qu'aujourd'hui. Voilà. Sa famille était érudite, elle était très pieuse et on y étudiait chaque jour la Torah, le Talmud et d'autres textes sacrés du judaïsme. À 20 ans, il est précoce, il va devenir rabbin de Nikolsbourg, qui est une petite ville de Moravie en Bohême. Il le restera durant une vingtaine d'années. Il occupera aussi durant de longues années la fonction de grand rabbin de Moravie, de cette région de Bohême. Ce jeune homme discret et très brillant sera remarqué très tôt pour son érudition. Elle deviendra d'ailleurs cette érudition absolument encyclopédique au fil du temps. Et à cette époque, il n'écrit pas encore, ça ne viendra que plus tard. Ça viendra en fait vers 60 ou 70 ans. Et il ne cessera plus d'écrire jusqu'à la fin de sa vie, qui était très longue, puisqu'il a passé les 90 ans, et certaines sources évoqueront l'âge de 97 ans pour son décès, ce qui est très âgé pour cette époque. En 1573, celui que l'on nommera plus tard avec respect le Maharal arrive à Prague. Certaines sources semblent dire il s'est vraiment installé là-bas à temps plein, si je puis dire, en 1588, mais après tout, peu importe. La cité, qui est alors très prospère, est l'un des hauts lieux intellectuels et culturels européens. Elle abrite une communauté juive d'au moins 3000 personnes, ce qui est l'une des plus importantes d'Europe centrale à cette époque. Le Maharal exercera sa fonction de rabbin à la synagogue connue sous le nom de synagogue Vieille Nouvelle, qui est située dans le vieux quartier juif de Józefov de Prague. C'est dans la ville basse. La légende veut que cette très ancienne synagogue qui a été bâtie au XIIIe siècle ait été édifiée avec des pierres qui provenaient du temple de Jérusalem et qui auraient été transportées à Prague par des anges qui les ont transportées. Donc voilà, ça devait être très joli à regarder, hein, si ça existait. On a le droit d'y penser.
Et ces pierres devront d'ailleurs, il faut le savoir, être restituées au temple de Jérusalem, puisque ça vient de là, lorsque le Messie viendra. Ceci afin de permettre la reconstruction de ce temple qui a été détruit. Une autre légende dit encore que lorsque le ghetto de Prague a été ravagé par des incendies, ce qu'il s'est produit, comme ça arrivait souvent dans les temps anciens, à plusieurs reprises et au fil des siècles, eh bien des anges ont pris l'apparence de colombes et elles seraient venues protéger cette vieille synagogue de leurs ailes déployées. Vous voyez comme c'est joli. Ce que l'on sait en tout cas et de manière certaine, c'est qu'en 1592, le Maharal a fondé une yeshiva à Prague, une école talmudique en d'autres termes, connue sous le nom de Klaus, qui sera très réputée en Bohême, mais bien au-delà des frontières de la Bohême, puisque on en entendra parler en Europe. Et des étudiants viendront étudier dans cette yeshiva. Rappelons pour celles et ceux qui l'ignorent que le Talmud qu'il enseignait au sein de son école n'est autre que la somme des enseignements de multiples rabbins compilés au fil des siècles, depuis le temps de Moïse, et ceci jusqu'au 5e siècle de notre ère. C'est vraisemblablement à ce moment d'ailleurs, quand il a monté sa yeshiva et qu'elle a prospéré, que le grand rabbin Joudalov commencera à être nommé le Maharal, c'est ce que je pense. Le Maharal de Prague était non seulement un brillant talmudiste, mais aussi un éminent kabbaliste, l'un de ces initiés, de ces maîtres, dirais-je, de la pensée ésotérique de la tradition juive existant depuis Moïse, et de ceux-là qui détiennent une immense connaissance du sens caché des textes bibliques. Ces kabbalistes ont souvent été initiés par un maître avant de transmettre à leur tour à un élève ces grands secrets que renferment les textes bibliques, qui ne peuvent être révélés à n'importe qui et surtout pas n'importe comment. Que je sache, le Maharal de Prague n'a pas directement reçu l'initiation d'un maître. Sa connaissance, il l'a essentiellement tirée de ses lectures, notamment celle des écrits des grands kabbalistes espagnols. Il se dit encore qu'il aurait été un thaumaturge, en d'autres termes, qu'il possédait des capacités de guérison, qu'il était aussi un mystique qui avait parfois des visions. On le considérait aussi comme un guérisseur spirituel, et un conseiller très avisé du fait de sa grande sagesse. Cela étant, le Maharal de Prague n'était pas qu'un brillant penseur religieux et un fin connaisseur des secrets de la Kabbale. Il s'y entendait également en mathématiques et en astronomie, ainsi qu'en bien d'autres domaines. Il était encyclopédique. Il était brillantissime. Au fil du temps, l'aura du grand rabbin de Prague dépassera les limites de sa communauté, puisqu'il sera connu et aussi apprécié par nombre de non-juifs, et en particulier de l'empereur Rodolphe II, ainsi qu'on va le découvrir maintenant. Donc maintenant, je vais vous parler du Maharal et de l'empereur Rodolphe. Le Maharal avait pour ami un grand astronome danois du nom de Tycho Brahe. Celui-ci n'était autre que le maître du célèbre astronome Johannes Kepler. Qui ne connaît pas Kepler? Et ces deux-là étaient venus à Prague à la demande de l'empereur Rodolphe II, et ils ont fait rapidement partie du cercle de ses intimes. Le Maharal était également lié d'une belle amitié avec David Gans, qui était un de ses élèves d'ailleurs, et c'était un penseur juif évidemment, mathématicien également et astronome. Il était ami des deux précédents. Gans comptait également parmi les proches du souverain. Il rédigea des chroniques qui permettront d'en apprendre d'ailleurs beaucoup sur l'empereur et le Maharal. Gans n'a d'ailleurs pas manqué de faire l'éloge de Prague et de la Bohême durant le règne de l'empereur Rodolphe, et il soulignera que la prestigieuse cité et le royaume de Bohême ont vécu à cette époque un véritable âge d'or intellectuel et culturel. Et vous allez comprendre pourquoi dans un petit moment. Ce sont Brahe, Kepler et Gans qui vont évoquer le Maharal devant Rodolphe II, devant l'empereur, si bien qu'un beau jour, celui-ci va demander à le rencontrer. Un événement plutôt curieux aurait été d'ailleurs à l'origine de leur rencontre. Depuis un temps, voilà en effet que l'empereur faisait un rêve récurrent, qui l'intriguait beaucoup, et pire encore qu'il angoissait. Il finit par s'en ouvrir à eux, qui lui conseillèrent alors de rencontrer le Maharal, et de toute évidence, celui-là saurait l'éclairer. C'est ainsi que le Maharal, entouré de 3 membres de sa communauté, dont son frère, qui était également rabbin et astronome, ainsi que par son gendre, sera reçu par l'empereur le 23 février 1592. Si l'on connaît la date exacte de cette rencontre, c'est du fait d'un écrit de David Gans,
qui a assisté en personne à ce tête-à-tête, mais qui ne révélera cependant pas du tout ce que le souverain et le prestigieux rabbin se sont dit ce jour-là. Il y a un autre écrit, cette fois de la plume d'Isaac Cohen, qui était donc le gendre et l'un des plus fervents disciples du Maharal, de même que son secrétaire d'ailleurs, qui fera également état de cette rencontre à laquelle il a assisté. Comme Gantz, il restera discret sur ce que les deux hommes se sont dit. Son écrit mentionne d'ailleurs la chose suivante. Le sujet de la conversation ayant trait à des questions dans lesquelles se trouve impliquée la personnalité de notre souverain, il relève de la décence de la passer sous silence. Mais si Dieu nous prête vie, nous le révélerons quand le moment sera mûr. On peut dire sans se tromper que cet entretien du Maharal et de Rodolphe II relève de l'exception. Jusqu'ici, en effet, jamais un monarque chrétien n'avait a priori sollicité les conseils d'un rabbin. Comme on peut s'en douter, les rencontres entre souverains et rabbins relevaient de l'extrême rareté. On n'en connaît aucune durant le Moyen-Âge, évidemment, et s'il y en a une petite poignée, on peut dire que c'est au XVe et XVIe siècle, et ce fut toujours à l'initiative des rabbins, il faut bien le dire, et ces rencontres ne furent pas toujours très cordiales. Ce que l'on sait en revanche de manière certaine, c'est que Rodolphe II sera fort impressionné par la fabuleuse érudition et l'immense sagesse de cet homme qui est alors âgé de 80 ans, dont le discours ne s'est pas limité à la religion, puisque comme on le sait, il avait aussi de grandes connaissances scientifiques, notamment en mathématiques et en astronomie, ce qui l'intéressera fort puisqu'il se passionne pour l'astrologie. Il faut bien le dire qu'à cette époque, l'astrologie et l'astronomie se confondaient. On est à la Renaissance, hein, ce qui a attiré évidemment l'attention du souverain. Il se dit couramment que ces deux-là ne se rêvaient qu'une seule fois. Cependant, et selon certaines sources, il semblerait en fait que l'empereur ait en réalité donc rencontré le Maharal à plusieurs reprises. De même qu'il se soit rendu même chez lui le soir, ceci dans la plus grande discrétion, afin de pouvoir s'entretenir avec lui de tout, y compris même parfois de ce qui avait trait à la politique. Et vous comprendrez pourquoi. On sait donc, puisque je l'ai dit tout à l'heure, que le Maharal avait parfois des visions. Il s'agissait surtout de visions mystiques, mais pas seulement. Et c'est ainsi qu'il aurait un jour impressionné Rodolphe II en évoquant à brûle-pourpoint un château à la campagne de Bohême, pas très loin de Prague, où il aimait souvent se retirer pour se reposer. Il est stupéfait. Comment est-ce que le Maharal peut-il si bien connaître l'endroit, le lui décrire avec autant de précision? Rodolphe II en restera aussi sidéré qu'émerveillé. Soit dit entre nous, je pense que le Maharal avait un don de médiumnité absolument évident. La légende dit encore que le Maharal aurait fait apparaître sous les yeux du souverain les 12 fils de Jacob. C'est dire, bon, je ne sais pas comment il a fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il a réussi à faire apparaître un hologramme. Enfin bon, ce que j'ai trouvé dit ça. Les liens de l'empereur avec le Maharal vont se fortifier. Et le Maharal, à la demande de l'empereur, va commencer à lui donner des enseignements sur la Kabbale. Certainement pas les plus secrets, parce que ceux-là, les rabbins les gardent pour eux. Mais comme on peut s'en douter, le Maharal sera évidemment parfois amené à lui demander de protéger sa communauté aussi. Parce qu'à l'époque, on sait que les Juifs d'Europe font l'objet de discrimination, de polémiques, aussi parfois de pogroms. Ils sont les malheureuses victimes de ces pogroms, ils sont absolument atroces et qui dureront jusqu'au XXe siècle, comme vous le savez. Enfin, à ma connaissance, en tout cas, ces pogroms, il n'y en a pas eu à Prague sous le règne de Rodolphe II. J'en reparlerai à la fin de mon exposé. C'est au contraire une période plus supportable, dirais-je, pour cette communauté ostracisée et cruellement persécutée depuis des siècles aux quatre coins de l'Europe. Cependant, il y avait toujours des tiraillements, hein, évidemment, assez fréquents à Prague, parce que certains non-juifs avaient envers eux des actions malveillantes, les accusaient injustement, ce qui leur causait du tort, donc c'était pas toujours l'idéal. Lorsque c'était le cas, évidemment, le Maharal demandait au monarque sa protection. Et maintenant, on va en venir au golem, parce que c'est certainement ça que vous attendiez. Qu'est-ce que le golem? Rien de moins qu'une créature que le Maharal aurait fabriquée avec de l'argile, en usant d'un rituel kabbalistique, ceci afin de défendre sa communauté contre les violences et les persécutions opérées à l'égard de sa communauté par les non-juifs. Selon certaines sources, une rumeur aura un jour circulé
voulant que des Juifs aient enlevé un enfant chrétien qu'ils auraient assassiné afin de prélever son sang, lequel aurait été soi-disant utilisé pour pratiquer des rituels sacrificiels durant la Pâque. Cette ignominie aurait évidemment causé des troubles et même engendré de graves représailles violentes. Et c'est pourquoi le golem aurait été créé afin de défendre la communauté juive de Prague. D'autres versions ont été avancées sur les raisons qui auraient présidé à la création de cette créature mythique, et je vais en rappeler quelques-unes, dont celle-ci. Il se dit un jour que Dieu serait apparu en rêve au Maharal et qu'il lui aurait suggéré de donner la vie à une créature faite d'argile dont la tâche aurait consisté à protéger sa communauté. Le lendemain, le rabbi se serait donc rendu sur les rives de la rivière Moldo, qui traverse Prague, afin d'y prélever cette argile qu'il aurait longuement façonnée pour lui donner une forme humaine. On se souviendra évidemment qu'il est écrit dans la Bible que Dieu a créé l'homme à partir de la glace. Adam, voilà. D'après le Talmud, Adam aurait été créé en 4 phases, bien précises, que le Maharal aurait alors, pour créer son golem, fidèlement reproduites et pour lui donner la vie. Après qu'il ait récité de mystérieuses formules, eh bien la forme aurait pris une teinte rouge foncé, paraît-il. Elle aurait aussi ouvert les yeux. Et pour l'amener définitivement à la vie, le Mahal aurait alors placé entre ses lèvres un parchemin sur lequel était écrit le mot Hémet, ce qui signifie vérité en hébreu. Je précise que certaines versions de l'histoire indiquent que le mot Hémet était plutôt gravé sur son front. Et c'est souvent la représentation qu'il y a du golem, on voit des lettres hébraïques sur le front de celui-ci. Toujours est-il que le Mahal aurait dit alors au golem: ton nom est Yossel, ce qui veut dire Joseph. Je t'ai créé afin que tu accomplisses la mission divine de protéger les Juifs contre leurs ennemis. Tu obéiras à tous mes ordres, car tu n'as aucune volonté propre. C'est après qu'il ait prononcé ces mots que la créature, faite de glaise, aurait alors commencé de s'animer. Elle se serait alors dressée devant lui, pas contre lui, heureusement d'ailleurs. Donc devant lui, elle s'est relevée, telle une sorte d'immense robot. Le golem venait ainsi de naître. Et je précise que le mot golem signifie matière brute, quelque chose qui est à l'état brut. Cette créature, il faut bien le dire, était une sorte de monstre au comportement de robot, doté d'une force absolument herculéenne, d'après ce que dit la légende. Sa stature était gigantesque, puisqu'elle aurait mesuré 2,40 m, peut-être plus. Certains ont même prétendu que la chose aurait été si haute, si grande, que ses épaules auraient touché le plafond de la demeure du Maharal et dans laquelle il se déplaçait en se tenant courbé. Le golem avait la particularité de ne pas pouvoir s'exprimer. Il était muet, il n'avait pas le don de parole. Après tout, quoi de plus normal, puisqu'après tout, il ne pensait pas et il n'avait pas d'âme. Voilà. De nos jours, en évoquant le golem, certains guides pragois racontent volontiers aux touristes friands d'anecdotes savoureuses que lorsqu'il l'aurait ramené chez lui, le Maharal l'aurait habillé, quoi qu'il soit choquant, pour son épouse, il lui a présenté, et en disant que c'était leur nouveau domestique, qu'il allait nettoyer la maison et nettoyer la synagogue. Voilà. Alors on dit aussi que durant le jour, le golem vaquait tranquillement à ses petites occupations domestiques, il faisait ça très bien, mais qu'à la nuit venue, il sortait pour aller déambuler dans les ruelles du quartier de Josefov, pardon, c'est le nom du quartier juif. Et lorsqu'il arrivait que des gens le croisent à cet endroit, son impressionnante silhouette les terrifiait. Pour tout dire, dès qu'il l'apercevait, c'était la panique, il prenait le large aussi vite qu'il le pouvait. Certains guides n'hésitent pas à raconter aussi, afin d'amuser les touristes, que lorsque le Maharal et son épouse l'envoyaient acheter des pommes, par exemple, il revenait avec les bras chargés de toutes les pommes de l'étal, et parfois en prime aussi avec la marchande qui se demandait ce qu'elle faisait là et qui poussait des hurlements. Voilà. Bon, j'irai pas plus loin, vous l'aurez compris, le golem est devenu de nos jours l'une des grandes attractions touristiques de Prague, et les touristes adorent ça évidemment. Mais Prague est une ville de mystère, une ville d'histoire, il y a énormément de choses à voir.
J'ai le regret de ne toujours pas l'avoir vu et j'aimerais me rendre là-bas et j'irai évidemment, visiter la synagogue et le vieux cimetière aussi qui est absolument impressionnant. Alors revenons-en à plus de sérieux et repartons dans le passé. Afin que sa créature, ne pose pas de problème, le Maharal se devait absolument de la désactiver la veille du soir du Shabbat. Or, un jour, ça va pas être le cas, il a oublié. Voilà. Et quand il va se rendre compte, bah, il est à la synagogue, il est en train de réciter, ou plutôt de chanter le psaume 92, et là, on vient le prévenir que le golem est déchaîné, qu'il est en train de tout casser, et qu'il faut absolument qu'il fasse quelque chose, parce qu'on n'arrive pas à le calmer. Alors on dit qu'il aurait causé de terribles ravages, et même paraît-il quelques décès, enfin bon. En tout cas, toutes affaires cessantes et en arrêtant de chanter, le rabbi se précipite au dehors, et le voici maintenant face à son golem qui est effectivement de très mauvais poil, complètement déchaîné et qui casse tout, hein. Enfin, dès qu'il va voir le Maharal, il va se calmer, parce qu'il va lui donner des ordres, le Maharal. Et lorsqu'il va se pencher, ce golem, vers lui, eh bien, lui sera rapide comme l'éclair. Et là, circulent encore 3 versions des faits. Alors, les versions différentes, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, l'une des versions veut que le Maharal ait prestement effacé la première lettre du mot Emet, qui était gravée sur son front. Et dès lors, ne subsistait plus que le mot Met, et ce qui signifie en hébreu mort. Alors évidemment, le golem, on lui enlève la vie, tombe par terre, c'est terminé. La seconde version veut que le Maharal lui ait ôté de la bouche le parchemin qu'il y avait glissé où il y avait marqué le mot Emet. Et ça l'aurait arrêté net. La troisième version soutient qu'à la vue du Maharal, le golem serait devenu plus docile et que sur son ordre, il est accepté de le suivre jusque dans les combles de la synagogue. Une fois parvenu là-haut, le Maharal lui aurait donné l'ordre de s'étendre au sol, de s'allonger, d'ouvrir la bouche, il aurait retiré le parchemin sur lequel était écrit le mot Hémet, ce qui l'aurait immédiatement privé de vie. En tout cas, quelle que soit la version proposée, l'action du rabbin aurait eu pour effet de neutraliser définitivement le golem, et pour achever son travail, le rabbi lui aurait dit « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Ça vous dit quelque chose, ça aussi. Dans la seconde, la créature aurait alors perdu sa forme, il ne serait plus resté d'elle qu'un morceau de terre, informe, hein. La légende veut que les restes du golem se trouvent toujours dans le grenier de la synagogue Vieille Nouvelle. Et qu'il serait préférable de ne pas aller voir, dit-on, ce serait d'ailleurs formellement interdit. D'ailleurs, c'est par l'extérieur du bâtiment qu'on peut accéder à ces combles. Il n'y a aucun escalier depuis l'intérieur de la synagogue qui mène au comble. Et alors, vous voyez l'extérieur de la synagogue, là, et vous voyez des espèces de barreaux en ferraille qui ont été inclus dans la maçonnerie. Et ça, c'est situé à 3 mètres du sol, précisément pour que personne n'aille voir là-haut. Voilà. Mais alors, dès lors, qu'en est-il au juste? Est-ce que le golem est vraiment là? On sait que cette très ancienne synagogue, qui a été donc bâtie au XIIIe siècle, a fait l'objet d'une restauration en 1883. Ses combles ont été également visités en 2014. À ces 2 occasions, donc, des gens ont pénétré dans ce lieu interdit. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Eh ben rien, strictement rien. Pas les restes du golem, pas la moindre petite poignée de terre qui pourrait dire il a été mis là à un moment donné. Est-ce vraiment une surprise? Enfin, pour l'anecdote, je précise encore que certains ont avancé que des occultistes nazis auraient soi-disant cherché à s'approprier le secret du golem. Et de cela, il n'y a aucune preuve évidemment, mais je le cite quand même, pour la bonne règle. Ce qui est avéré en revanche, c'est que cette synagogue a bel et bien été épargnée durant la Seconde Guerre mondiale, contrairement à nombre d'autres. Donc l'histoire de ce golem, ça vient d'où? Ça a commencé à se propager au début, dans le premier tiers du XIXe siècle, avec la parution d'un roman qui s'appelait Der Jüdische Gilblat, qui a été publié en 1834 par un certain Friedrich Korn. Et c'est un roman qui parle de cette créature, du rabbi, enfin bon bref, voilà.
Et puis, il y aura d'autres romans qui vont sortir à la suite de ça, au 19e siècle, ça va faire un tabac, et c'est là que la légende du golem va naître, et qu'elle ne s'arrêtera plus d'être discutée, et puis il y aura des films, donc il y aura des pièces de théâtre aussi. Enfin, c'est un bon sujet, si je puis dire. Voilà. Alors au final, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est une vérité? Évidemment, comme beaucoup, je penche en faveur de la légende, d'autant qu'aucune précision n'a jamais été donnée. Et j'ai bien cherché quant à la date à laquelle ce golem aurait vécu, quelle période, quelle date il aurait été créé, à quelle date il aurait été supprimé, à quelle date il serait déchaîné. Il n'y a rien. Il n'y a aucune mention historique de quoi que ce soit. Alors peut-être y en a-t-il, euh, bon, dans des textes secrets, tenus secrets dans le judaïsme, je ne sais pas. Mais en tout cas, d'un point de vue historique, dans l'histoire de la ville de Prague, il n'y a rien. Pourtant, bon, quand il se passe quelque chose en ville, à l'extérieur, c'est mentionné, et là, il n'y a rien. Mais pour autant, bon, on dit en général qu'une légende cache toujours une part de vérité. Et bon, c'est peut-être pour ça que certaines personnes y croient. Et d'ailleurs, j'ai été surprise parce que j'ai écouté des vidéos de rabbins, j'ai lu ce qui se disait à propos du golem, en plusieurs langues d'ailleurs. Plusieurs rabbins se sont intéressés évidemment à ce personnage mythique, fantastique, rattaché à un homme extrêmement respecté dans le judaïsme, la tradition juive. Et bah, il y a des rabbins qui avaient l'air de croire à cette histoire en disant c'est pas une légende. Bon, après tout, pourquoi pas? Lorsqu'on possède certaines connaissances, on sait peut-être l'humain, dans certains cas, en respectant certaines règles et en se référant au divin, est peut-être capable de créer comme le créateur, je ne sais pas. Pas en donnant une arme, évidemment, parce que le golem n'en avait pas, comme vous l'avez remarqué. Alors, bon, moi, j'y connais rien, j'ai pas de connaissances ésotériques, je ne suis pas juive, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, je me suis intéressée à ça. Et pour en terminer, je vais quand même citer les propos d'un rabbin, qui est une femme, parce qu'il n'y a pas que des hommes qui sont rabbins depuis un temps, il y a des femmes aussi. Elle s'appelle Delphine Horviller, et elle a parlé du golem de Prague lors d'une interview. Et voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit de cette histoire de golem que c'était une très vieille légende absolument fantastique, et aussi que finalement, ce que les rabbins racontent à travers cette légende, c'est qu'il existe pour les hommes la possibilité de faire prendre vie à un être. C'est drôle. Je la cite encore, et elle dit parce que c'est ça l'histoire du golem. On écrit tout à coup que sur de la terre et de l'eau mêlée, eh bien, on peut mettre une phrase, un mot, une lettre, et hop, ça prend vie, ça prend forme, ça existe. Elle dit encore, je crois qu'à travers cette légende, il y a une idée très forte, qui est peut-être que chacun d'entre nous a la capacité, par ses gestes, par son rapport à l'écrit, par son rapport au langage, de créer des mondes ou de les détruire. Voilà qui est bien mystérieux, mais qui mérite réflexion. Ne dit-on pas que la parole est créatrice? Dans les dialogues avec l'ange dira à plusieurs reprises, vous êtes des créateurs, mais alors quel type de créateur? Voilà. En tout cas, j'ajouterais pour ma part qu'à bien y regarder, ce golem était une sorte d'automate quand même, une sorte de robot. Est-ce fortuit s'il a été créé à cette époque? Il faut savoir que c'est à la Renaissance que l'on a commencé à fabriquer des automates. On sait ainsi que Léonard de Vinci a pensé et conçu de nombreux automates lorsqu'il était en Italie puis en France, dans sa belle demeure du Clos Lucé, que j'ai visité il n'y a pas longtemps. On voit ses inventions et le parc est magnifique, je vous conseille d'y aller si vous passez par là. Et il avait même dessiné, Léonard de Vinci, en 1495, le plan d'un automate de forme humaine, connu sous le nom d'automate chevalier. Vêtu d'une armure, il avait prévu, Léonard, qu'il puisse bouger la tête, les mains, les pieds, et même qu'il puisse s'asseoir et se relever. On ignore s'il l'a finalement créé. En tout cas, ce robot chevalier a bien été fabriqué au XXe siècle. Et d'après les notes et les plans de ce génie que fut Léonard de Vinci. Et il se trouve actuellement exposé au musée de Munich. Comme vous pouvez le voir, vous voyez, il est pas très grand, mais il est mignon, hein.
Voilà. Donc c'est de toute évidence pendant la période de la Renaissance que le concept de la machine censée remplacer l'homme dans certaines tâches afin de lui faciliter la vie a été pensé. Et vous ne me direz pas le contraire si je vous dis que l'idée a fait son chemin, à ce qu'il me semble. L'intelligence artificielle en est la meilleure illustration. La question qui se pose maintenant est, est-ce que l'intelligence artificielle va réellement faciliter la vie des êtres humains ou au contraire la lui compliquer singulièrement? Vaste débat qui est plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Moi, n'y suis pas, je suis pas fan de l'intelligence artificielle, mais il y en a qui le sont d'ailleurs. Chacun voit midi à sa porte. De toute façon, la Nord dira où ça mènera. Toujours est-il que le Maharal de Prague rendra son dernier souffle, hélas, en 1606, ce qui va plonger sa communauté dans une très grande affliction. Elle a perdu en effet un grand sage, en même temps que son puissant protecteur. Le Maharal de Prague ne s'est pas limité en effet à être un grand religieux ainsi qu'un talmudiste et un kabbaliste hors norme. Il fut aussi un très fabuleux penseur, un grand intellectuel et un visionnaire hors norme. Nombre de rabbins modernes travaillent encore sur sa pensée. Ils font souvent référence à cette pensée et à ses connaissances tout à fait exceptionnelles. Moi, j'avoue que j'ai lu un texte qui est très important de ses pensées. C'est extrêmement philosophique. Ça interroge beaucoup et c'est absolument passionnant. Et maintenant que j'ai trouvé ça, je crois que je vais continuer de temps en temps à lire. Ça donne réflexion, comme je suis en ce moment également en train de m'interroger et de me faire du bien avec le soufisme. Ça, c'est vraiment très beau aussi. Voilà. Donc, vous voyez, sont deux choses différentes, mais au fond, les belles choses, les choses passionnantes, les idées, les pensées, chez des grands intellectuels et religieux, eh bien, ça peut aller très haut et au plus près du créateur, puisque nous sommes dans la matière et parfois c'est pas toujours idéal. Voilà. Donc ça, c'était ma petite parenthèse. Alors, il a été enterré. Il est enterré, ce Maharal. Vous voyez sa tombe là, dans le vieux cimetière juif de Prague, du fameux quartier juif, qui est un alignement, un monceau de tombes en désordre. Si vous voyez les photos, c'est absolument impressionnant. Et chaque année, vous avez des gens qui viennent, des juifs évidemment, qui viennent se recueillir sur la tombe de cet homme, qui doit être peut-être, moi j'y connais rien parce que je ne suis pas juive comme je vous l'ai dit, mais ça doit être certainement, si on doit approcher ça des considérations chrétiennes, un saint rabbin. Je le vois comme ça. Et des gens viennent se recueillir, mettre des petites pierres, vous savez qu'on fait comme ça, en Israël notamment, ou ailleurs, en Europe de l'Est, c'est la tradition, voilà. Et il y a d'autres non-juifs qui viennent aussi par respect, parce qu'ils ont entendu, ou ils sont peut-être cultivés sur la pensée de cet homme. Et donc, il y a beaucoup de monde qui viennent visiter le cimetière juif, ne serait-ce que pour ce que c'est, parce que c'est vraiment très étonnant. Voilà. Et alors, je vous ai parlé de cet homme exceptionnel qu'était le Maharal de Prague, qui mérite le détour, si je peux me permettre de dire les choses ainsi. Il y en a un autre personnage qui est l'empereur Rodolphe II de Habsbourg. Et celui-là, je n'avais pas prévu d'en parler, mais il est tellement singulier, cet homme, étonnant, que je ne pouvais pas faire l'impasse. Alors on va en parler maintenant. Ce monarque était singulier, dans sa matière d'être, de gouverner aussi, c'est le moins qu'on puisse dire, vous l'allez voir. L'empereur Rodolphe II, comme je viens de le dire, était un Habsbourg. Il était le fils aîné du puissant empereur Maximilien II. Par sa mère et par son père, il était aussi l'un des petits-neveux du grand Charles Quint, qui n'était pas un mec facile, faut quand même le dire. Et un jour, au grand dam de sa famille, eh bien, la fantaisie va prendre à Rodolphe de déplacer la capitale du Saint-Empire romain germanique, dont il est le représentant, de Vienne à Prague, en Bohême. Stupeur et tremblement, il était fantasque, la Bohême lui plaisait bien, allez hop, on lève le camp et on va s'installer ailleurs. Évidemment, les Habsbourg ont moyennement apprécié. Enfin bon, il n'y a pas que ça qu'ils n'ont pas apprécié, vous le verrez.
Puis alors, il y avait quelque chose aussi chez ce puissant monarque, ne serait-ce que par le titre et par la fonction, qui était quand même assez particulier. Le pouvoir, la gouvernance ne l'intéressait absolument pas du tout. J'irais même dire qu'il s'est pratiquement toujours, en majorité, désintéressé des affaires politiques. Il est ainsi de notoriété qu'il pouvait laisser poireauter sans vergogne les ambassadeurs étrangers qui venaient frapper aux portes de son palais. Il les attendait parfois pendant des semaines, et même plus parfois aussi, dans des antichambres que le monarque se décide. En fait, Rodolphe II estimait qu'il avait autre chose à faire et consacrait en fait son précieux temps à ses passions, qui étaient multiples comme vous l'allez voir. En réalité, la seule chose qui l'intéressait, Rodolphe II, c'était son mécénat. Et une fois installé à Prague, il va y faire venir de prestigieux artistes et des scientifiques de tout poil. À sa demande, se presseront également à sa cour des alchimistes. On est en pleine période ésotérique et alchimique à la Renaissance. Donc il y a des alchimistes, des astrologues, donc quelques-uns, faut bien le dire, ce sera quand même des charlatans, hein. Enfin bon, bref. Rodolphe II deviendra ainsi en Europe le grand protecteur des arts, des sciences, des savoirs occultes de son temps. Et l'alchimie était évidemment une de ses grandes passions. Et c'est pourquoi il s'est entouré d'une multitude d'alchimistes venus de divers pays d'Europe. Et ceux-là ont vraiment bénéficié de ses largesses et de sa protection. D'ailleurs, aux abords du palais royal, un petit peu en contrebas, se trouvait une ruelle où il avait fait édifier nombre de bâtisses qui abritaient les laboratoires de ces alchimistes. On sait qu'à la Renaissance, la science alchimique tenait une grande place. On cherchait à transformer le plomb en or et encore plus à découvrir le secret du fameux élixir de vie qui permettrait d'accéder à la plus longue des vies. L'empereur, qui était également profondément passionné d'astrologie, faisait venir des astronomes, il y en avait partout, qui se pressaient à Prague, donc c'était particulier. Et parmi ceux-là, ces gens qui sont venus à Prague, il y avait un homme particulier qui s'appelait John Dee, qui était également alchimiste, il était astronome, il était mathématicien. Et celui-là, c'était pas n'importe qui. C'était le conseiller en sciences et en astrologie de la célèbre et grande et puissante reine Élisabeth Ier d'Angleterre. Et c'est un type absolument passionnant, un personnage étonnant, qui a fait quelque chose d'encore plus étonnant. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais je pense qu'à l'occasion, je vais me lancer. Voilà, et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Mais celui-là a aussi atterri à Prague, ce qui n'est pas du tout une surprise. Donc Rodolphe II avait plutôt une approche néoplatonicienne et hermétiste dans sa croyance, sur quoi la philosophie et les courants ésotériques ont eu davantage grâce à ses yeux que le christianisme au sens propre du terme, et pourtant c'était l'empereur du puissant empire, du Saint-Empire romain germanique, catholique par tradition. En tout cas, pour aller jusqu'au bout de ses idées, il ne va pas recevoir les sacrements au moment de son décès. La raison est qu'il ne voudra pas se confesser. Absolument pas. Son confesseur, qui était un grand érudit, un savant, était mort. Et il était hors de question qu'il parle en confession à quelqu'un d'autre. On comprendra qu'il n'avait peut-être pas vraiment une confiance dans les autres prêtres. Donc c'était celui-là et personne. Donc il est mort sans les sacrements. Son généreux mécénat envers les artistes, dont le peintre milanais, italien, donc Giuseppe Arciboldo, celui-là était le leader de ce qu'on appelait à l'époque de la Renaissance le courant maniériste. Ils ont eu une grande amitié et ce peintre est évidemment resté dans les mémoires pour la singularité de ses œuvres. D'ailleurs, qui ne connaît pas vous voyez le tableau là? Vous avez déjà vu ça quelque part, je suppose. Eh bien, vous savez qui il représente? Eh bien, tout bonnement, l'empereur Rodolphe II. Voilà. Donc le souverain nourrissait une passion pour l'art, il y a des grands maîtres qui sont venus de tous les pays, mais il aimait bien l'art érotique aussi. Oui, il aimait bien les femmes, donc l'art érotique, les toiles audacieuses, il y en avait sur les murs du palais, hein, voilà. Et il sera connu également, Rodolphe II, pour avoir été le mécène d'éminents scientifiques de son époque, et notamment de ces deux grands astronomes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont le danois Tycho Brahe
et l'allemand luthérien, je le précise, Johannes Kepler. Et ce dernier, comme on le sait, était favorable à l'héliocentrisme prôné par Copernic, contrairement à Brahe qui était un petit peu plus mitigé sur le sujet. Tycho Brahe était en fait plutôt convaincu par l'idée d'un système géocentrique, celui de Ptolémée, hein. Et bon, en tout cas, si leur savoir était essentiellement scientifique, ces deux-là détenaient également des grandes connaissances occultes. Tycho Brahe deviendra le mathématicien de l'empereur Rodolphe II, tandis que Kepler occupera la fonction d'astrologue impérial et personnel. Bon, je sais que vous êtes généralement assez friand de petites anecdotes, mais en voici une qui concerne Tycho Brahe et qui est quand même très intéressante, à divers titres. Bah, il se trouve que celui-là portait un faux nez. Bah ouais. D'ailleurs, vous verrez un petit peu plus loin, je vous montrerai une photo. Bah, il a un rectangle sur le nez, hein, sur ses tableaux. C'était une partie de quelque chose de faux. En fait, il était en métal, paraît-il, ce faux nez. L'année de ses 19 ans, bah, il avait perdu une partie du sien en se battant en duel. En fait, le duel consistait à déterminer de qui de lui et de son adversaire, qui était en l'occurrence un certain Madroug Parsberg, qui était un de ses cousins, était le plus doué en mathématiques. Et ça s'est mal passé, évidemment, et il a pris un coup d'épée sur le nez qui lui a tranché l'avant du nez. Et l'un de ses collaborateurs, Tycho Brahe, il s'appelle Willem Johnson Blau, révélera qu'il transportait en permanence sur lui, Tycho, une petite boîte qui contenait une sorte de pâte collante, et il s'enduisait le nez là-dessus pour faire tenir sa petite prothèse. Alors on dit souvent que son faux nez était en or. Ben, vous voyez sur les tableaux, ça n'a pas l'air d'être en métal. Mais enfin, il se peut très bien qu'il l'ait peint. Voilà. En tout cas, en 2010, on va exhumer le corps de ce grand savant de l'époque pour savoir de quoi il est mort. Parce que vous allez voir qu'il a une drôle de fin, ce gars-là. Et on va regarder un petit peu sur les os de la face ce qui reste comme résidu. Et on va trouver du cuivre et du zinc. Et quel est le métal qui est composé de cuivre et de zinc? Eh bien, c'est le laiton. Et le laiton, c'est doré. Donc, c'est peut-être pas si faux que ça qu'il ait pu avoir un nez en or. Enfin bon. Donc, vous voyez un portrait de Tycho Brahe qui est un où on voit c'est une illustration, une gravure, on voit bien le carré, enfin le rectangle sur son nez. Bon. Donc, est-ce qu'il le peignait? Ou est-ce que les peintres n'ont pas voulu laisser apparaître cette singularité? Vous savez qu'on arrangeait beaucoup les portraits à l'époque, surtout quand les gens avaient des soucis. Voilà. Il y a d'autres anecdotes qui concernent Tycho Brahe, qui donnent une idée du personnage, qu'il n'était pas... Il était génial, hein, ce gars-là. Il était absolument génial. Mais c'était un extravagant dans son genre, lui aussi. Et c'était certainement pas pour déplaire à l'empereur, il faut bien le dire. Il aimait la bonne compagnie, le bonhomme. Il levait facilement le coude, et pas qu'un peu, avec ses invités. Et puis, il avait un acolyte. C'était un nain. Et il s'appelait Jep, le nain. Et Jep était médium. Donc, jour et nuit, il se séparait jamais de lui. Et Jep, bah, il disait des trucs. Puis il buvait comme un trou aussi, Jep, bah, évidemment. Sauf qu'un jour, bah, il a raté, il a forcé un peu sur la 10 bouteilles, il s'est cassé la fille dans l'escalier, il en est mort. Et dites-vous bien que la fin du nain, qui était tragique, bah, ça sera également tragique, cette fin que vivra Tycho Brahe. Bon, on sait qu'il s'alcoolisait beaucoup, je l'ai dit, et ça pourrait être la cause, effectivement, il pourrait être mort de ça, mais il y a une rumeur court, et c'est pour ça qu'on a exhumé son corps, pour voir de quoi le retourner, mais on n'a pas trouvé la solution. On s'est demandé pourquoi il serait mort comme ça, après une terrible agonie, de manière inexplicable. On s'est posé la question. Donc, qu'est-ce que dit la version la plus originale? On se dit qu'il se trouvait avec la famille royale pour une journée, et il voulait pas déplaire évidemment à Sa Majesté, et il serait abstenu trop longtemps d'uriner. Et ça aurait provoqué l'explosion de sa vessie. Évidemment, la vessie en explosant aurait provoqué une septicémie, et ça lui aurait été fatal, bien évidemment. S'il est mort de ça, c'est une bien triste fin. En tout cas, il a dû mourir dans des douleurs terribles. Bon, il y a d'autres choses qui ont été dites. Peut-être il aurait manipulé du mercure parce qu'il était alchimiste et puis il serait peut-être empoisonné comme ça, il se lavait pas les mains. Il y a autre chose aussi, un truc qui circule. Bon, vous savez c'est un Danois, il était proche de l'empereur danois qui s'appelait Christian, je crois. Et
Il y a une version qui explique qu'il aurait, il aurait une liaison avec Madame Mère, donc l'empereur danois était pas très content, il l'aurait fait assassiner. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui courent sur Tycho Brahe, mais l'exhumation du corps et l'expertise, l'analyse du corps, bah, n'a strictement rien donné à part ce que je vous ai expliqué, on a retrouvé comme métal. Revenons-en à Rodolphe II. Au lieu de gouverner son empire, il se tenait plutôt au courant des découvertes, des nouveautés scientifiques des savants qu'il avait réunis autour de lui, auxquels il avait accordé une grande protection et qu'il comblait évidemment de ses largesses. Et certains n'hésiteront pas évidemment à dire, très critiques, au lieu de gouverner, et bah, il vidait les caisses à pleine main pour uniquement se consacrer à ses passions. Et au fond, je vais vous dire, c'est pas absolument vrai. David Gans rapportera d'ailleurs dans ses chroniques que se déroulait entre les murs du comment ça se dit Ratchin, pardon, le palais impérial, bah, des véritables colloques scientifiques pour l'époque. Rodolphe II présidait et il était absolument ravi et émerveillé de tout ce qu'on lui racontait. Et durant ces temps, malheureusement, s'accumulaient un peu partout dans l'Empire des gros problèmes qu'il évitait la plupart du temps de régler. On peut dire qu'avec lui, il était toujours, il valait mieux être, enfin, il était toujours urgent d'attendre. Voilà. Il n'y avait pas le feu au lac. Et comme j'ai rappelé, cet empereur n'avait manifestement pas le goût de l'exercice du pouvoir. Ça tombe mal parce qu'on est en pleine réforme luthérienne. Ça dure depuis un moment. Le protestantisme envahit l'Europe, envahit Prague d'ailleurs, parce qu'une très grande partie de la population pragoise est désormais de confession luthérienne. Ça a gagné du terrain partout en Europe et ça a fini évidemment par ébranler la toute-puissance de l'Église catholique romaine et par ricochet, ça pose des problèmes au Saint-Empire romain germanique. D'ailleurs, c'est après le décès de Rodolphe II que débutera ce qui sera le feu aux poudres pour toutes ces histoires-là, la fameuse guerre de 30 ans. Et ça se passera à Prague. L'événement se passera à Prague d'ailleurs. En attendant, Rodolphe II s'est montré plutôt tolérant envers les protestants, il faut bien le dire. Il était tolérant. Avec les juifs, les protestants, ça allait. Il reconnaîtra d'ailleurs, à ceux de son royaume de Bohême, et donc ceux de Prague, une série de droits, dont celui d'exercer librement son culte, vous vous rendez compte? Et leur culte, ça sera accordé par une lettre de majesté en bonne et due forme, qui date de 1609, qui fixera implicitement le principe de la liberté d'exercice de la pratique religieuse en Bohême. Et ainsi, si cette lettre de majesté concernait spécifiquement les protestants, eh ben, elle va bénéficier aussi aux gens qui ont d'autres confessions, y compris, bien évidemment, la communauté des Juifs de Bohême. Elle ne sera pas inquiétée, cette communauté, par le pouvoir impérial, durant toute la période du règne de Rodolphe. Même si une frange de la population, il faut bien le dire, ne tient pas du tout, mais alors pas du tout en estime la communauté juive et lui cause souvent bien des tracas. Donc, ce Rodolphe II n'avait pas vraiment le goût du pouvoir et c'était vraiment problématique. Et en même temps, il donne des libertés, hein, il donne des libertés à une religion dissidente. Et tout ça, pourquoi il fait ça? Il veut pas que ça bouge chez lui, il veut que les gens soient heureux. Il veut que la population soit heureuse, que le peuple soit heureux, qu'ils arrêtent de se battre. Et il ne veut pas s'impliquer dans des histoires où il aurait à choisir un camp. Il ne veut pas de conflit ouvert, il ne veut pas d'affrontement. Voilà. Voilà, il est comme ça. Donc il va louvoyer pendant tout son règne pour essayer de maintenir un équilibre. Et finalement, sa politique de l'esquive, on peut appeler ça comme ça, a plutôt bénéficié à son royaume de Bohême, puisqu'il a été prospère à ce moment-là et relativement en paix. En tout cas, son caractère et sa nature particulière à cet empereur permettent d'expliquer une grande partie de ses positions. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'homme était d'humeur variable aussi, ça il faut en parler. On disait qu'il était mélancolique, de nature mélancolique. Bon, si on veut se montrer un peu moderne sur les qualifications de son état, ben, on aurait plutôt tendance à dire qu'il avait un état psychique un peu similaire à ce qu'on appelle
qu'on retrouve dans la bipolarité, hein. C'était un maniaco-dépressif, comme on appelait ça autrefois. Il alternait en effet, des périodes d'exaltation avec d'autres, qui le faisaient sombrer alors dans une profonde dépression. On parlait alors à cette époque, pour qualifier son état dépressif, d'excès de bile noire, parce qu'on pensait que la bile était, la source des mauvais états d'âme, quand elle était noire notamment. Et durant ces périodes de dépression, mais il était absolument imprévisible et il se désintéressait évidemment et plus que jamais à la gouvernance de son empire. Il préférait souvent à ce moment-là s'isoler, peindre pendant des journées entières, comme le rapportera d'ailleurs dans ses chroniques un ambassadeur espagnol plutôt fâché d'avoir dû attendre inlassablement dans une antichambre qu'il daigne enfin le recevoir. Lorsqu'il revenait à plus de légèreté dans ses humeurs, Rodolphe II consacrait à nouveau son temps à se distraire avec ses œuvres, ses travaux, les découvertes de ses protégés, son mécénat, enfin bon. Et puis il y avait quelque chose qui le préoccupait beaucoup. C'était son cabinet de curiosité, qu'il nommait son cabinet des merveilles. Ah, il avait une passion à l'enrichir. Il fallait que ça vienne du monde entier, les plus belles choses. Alors on y trouvait effectivement des merveilles de toutes sortes, venues de partout, qu'il admirait, mais qu'il faisait admirer à certains privilégiés. Et ils étaient très fiers de tout ça, et il y a de quoi, vous allez voir. On pouvait en effet y contempler des trésors artistiques de toutes sortes, et Dieu sait si à la Renaissance il y avait de belles choses. Des tapisseries, des meubles somptueux, des médailles, des vases précieux, des tableaux, des sculptures magnifiques, enfin, une série de jolies choses. Également quelques incongruités, comme des squelettes suspendus à des lustres ou des candélabres dont les pompilles étincelaient à la lueur des bougies, ce qui donnait un certain une certaine aura au squelette qui avait peut-être l'air de bouger, je ne sais pas, à la lueur des bougies, enfin bon, bref. Et alors, là, vous avez à l'image quelque chose d'absolument magnifique qui est la nef de Rodolphe II. C'est un automate, elle est exposée au musée de Vienne et c'est absolument magnifique. Tous les petits sujets, les marins et tout ça, ça jouait de la musique, ça bougeait, c'était articulé. Regardez comme c'est beau. Il y en a une autre qui s'appelle la nef de Charles Quint, je crois, qui est une pure merveille aussi, un automate, et qui se trouve au musée des Coins à côté de Paris. C'est un musée de la Renaissance, hein. Voilà. Donc l'empereur possédait des choses magnifiques. Alors il adorait les pierres précieuses. Alors ça, c'était son dada. Et certaines avaient une valeur absolument inestimable. Il avait des diamants de belle taille, de la plus belle eau, et il s'amusait à les tailler. Ce qui n'est pas de la tarte. Tailler un diamant, c'est pas évident. Il faut avoir du métier, mais quelqu'un avait dû lui apprendre. Parfois, il faisait peut-être des catastrophes aussi. Donc il avait également des saphirs magnifiques, des émeraudes persanes, enfin bon bref. Il avait des crânes de cristal. Il avait des crânes qui avaient été taillés dans de l'agate. Et puis il y avait aussi un grand cristal dont il était particulièrement fier, parce qu'à l'intérieur, il y avait quelque chose de très particulier. Et on disait que c'était un démon. Et Rodolphe II, d'ailleurs, était superstitieux, ce qui explique une collection absolument singulière, hors norme, de talismans. Ça allait des racines de mandragore à la mâchoire d'une sirène grecque, en passant par des dents de baleine, des cornes de rhinocéros et des fœtus desséchés. Mais il y avait mieux! Il affectionnait tout particulièrement des concrétions que l'on retrouve parfois dans les appareils digestifs ou les reins des animaux, notamment des ruminants, des ruminants, des chevaux. Et en fait, c'est des calculs biliaires, des calculs rénaux, des choses qui se trouvent dans l'estomac. Et l'empereur avait une collection de bézoards, absolument incroyable, de ses calculs, et notamment des calculs rénaux de chameaux. Voilà. Donc vous avez là, à l'image, la photo d'un bézoard. C'était enchâssé, hein, mais on va reparler de ça. Donc les bézoards sont des concrétions digestives qu'il collectionnait à tout va, et elles étaient connues pour avoir la vertu d'être des antidotes aux poisons dont on mourait facilement à l'époque. On est à l'époque de la Renaissance. Souvenez-vous que chez les Médicis, ça a été importé d'ailleurs à la cour de France, eh ben, on empoisonne dur, hein. Voilà. Donc c'était censé être l'antidote. Et il se portait en sautoir, vu ce que vous avez vu à l'image. Et notre Rodolphe II en avait évidemment autour du cou en permanence. Non qu'il ait peur d'être empoisonné, non, non, mais il pensait que ça allait peut-être le guérir de sa maladie d'humeur, si je puis dire, de son spleen permanent.
Dans ce cabinet de curiosités, ce cabinet des merveilles, étaient également exposées des raretés, des clous de l'arche de Noé, un grain de terre dont Dieu fit Adam. Et ne parlons pas de la fameuse baguette de Moïse. Eh ouais, la totale. Donc voilà, Rodolphe II avait souhaité que soit rassemblé dans son cabinet des merveilles ce qu'il y avait de plus précieux, de plus étrange, de plus beau. Et de ce point de vue, on peut dire qu'il a parfaitement atteint son objectif. Et lui aussi connaîtra une fin absolument tragique. Comme je l'ai dit, il était dépressif, vraisemblablement aussi atteint de bipolarité, mais il se dit aussi qu'il aurait peut-être surtout souffert de la syphilis, qu'on appelait à l'époque le mal français, et qui faisait alors des ravages en Europe, et pas qu'en Europe d'ailleurs. Et cette syphilis pouvait causer des très graves troubles psychiques. Et comme notre Rodolphe II aimait bien les plaisirs de la chair, peut-être que c'est comme ça qu'il a attrapé une saleté, comme on dit. Et d'ailleurs, dans sa jeunesse, il prenait des risques parce que lorsqu'il vivait encore à Vienne, il s'amusait avec des femmes aux mœurs légères, en d'autres termes, des prostituées, de plus ou moins basse condition, donc il y a de fortes chances qu'il ait pu contracter cette foutue syphilis à cette époque, ce mal français. Et c'est plus que probable. Enfin, toujours est-il qu'à la fin de sa vie, il va peu à peu sombrer dans la folie, pour terminer quasiment dément. Sa famille, qui l'a pris depuis longtemps en grippe et qui ne tolère pas évidemment sa manière de gouverner le Saint-Empire, si tant est qu'on puisse dire qu'il est vraiment gouverné, comme je vous l'ai dit, va évidemment un jour bondir sur l'occasion qui lui est offerte et qui est trop belle. Comme il commence à devenir un peu gaga, elle va se charger d'office, cette famille, des problèmes touchant la politique extérieure du Saint-Empire, qui alors, dans une certaine partie de son territoire, bien des soucis avec l'Empire ottoman, donc les Turcs, qui ne cessent de multiplier leurs assauts. Et c'est son frère cadet, qui est un guerrier, qui s'appelle Mathias, qui va se battre contre les Ottomans et qui va parvenir à trouver avec eux un accord de paix, plutôt inespéré d'ailleurs. Et fort de cette victoire, il va s'octroyer rapidement de plus en plus de pouvoir et il va reprendre la gouvernance de certains États de l'Empire du Saint-Empire. Et il est soutenu évidemment cela par tout le clan des Habsbourg qui s'est unanimement ligué contre Rodolphe II. Ça ira d'ailleurs un jour, jusqu'au point de lui enlever tous ses pouvoirs. Et si jusqu'à la fin de ses jours, Rodolphe II restera l'empereur du Saint-Empire romain germanique, eh bien, il n'aura plus que le titre, rien d'autre. Il ne pourra plus rien faire, aucune gouvernance. Et c'est Mathias de Habsbourg, son frère cadet, qui guerroyait contre les Turcs et qui n'a pas fait que ça, qui va devenir roi de Bohême en 1611. Dès lors, l'empereur Rodolphe II, démis tous ses pouvoirs de gouvernance, restera reclus dans son palais, dans son vaste palais, très luxueux du château de Prague, qui est sur les hauts de Prague. Et c'est à cette période précise où Mathias de Habsbourg va prendre les commandes du royaume que va se produire une nouvelle tragédie qui va profondément troubler la sérénité qui s'était instaurée à Prague depuis des décennies. J'ai pu lire à quelques reprises que dès que Mathias arrive, ça se complique. Que 5 ans après le décès du Maréchal, les pogroms qui avaient cessé sous le règne de Rodolphe II auraient repris. Et on dit qu'un pogrom se serait ainsi produit à Prague durant le mois d'Adar de 1611, donc vraisemblablement au début du mois de mars 1611 ou à la fin de février. J'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé aucun élément historique sur le sujet. Rien concernant ce pogrom. En revanche, ce que j'ai découvert, c'est qu'au cours de cette sinistre année 1611, la cité de Prague avait connu grave trouble. 2 ans plus tôt, comme j'ai rappelé, Rodolphe II avait en effet cru devoir faire un geste vis-à-vis des protestants, un geste de bonne volonté avec sa fameuse lettre de majesté promue en 1609. Or, son frère Mathias, qui a pris le pouvoir, les rênes du pouvoir, les protestants, il ne peut pas les encaisser, évidemment. Donc, ça se passe mal. Et il va y avoir des différends énormes entre les deux frères, même s'il y en a qui règnent plus. Et ça va aboutir à des actions qui viennent de l'extérieur pour soutenir l'un ou l'autre, qui vont entraîner de terribles atrocités, qui vont ébranler Prague en février et mars 1611 précisément, là où est arrivé le supposé pogrom. Et c'est ainsi que des catholiques et des protestants vont s'entretuer, mais férocement.
Des églises, des couvents de Prague vont être dévastés, des moines vont être massacrés, certains ont été béatifiés d'ailleurs. La ville basse de Prague sera saccagée. Et il se trouve précisément que dans cette partie de la cité se trouve le quartier juif de Joseph. Voilà. Donc, il n'y a peut-être pas eu de pogrom direct, enfin une attaque directement euh, menée contre les juifs, mais ils étaient au milieu du quartier. Voilà. Donc tous ceux qui habitaient dans la ville basse, il n'y avait pas que des juifs, s'il y avait le quartier juif puis il y avait autour, bah, ils ont pris. Ils ont dû connaître effectivement des heures extrêmement sombres. Donc, je ne pense pas, vu ce que j'ai trouvé, mais j'ai peut-être pas tout vu, hein, qu'il n'y ait pas eu de pogrom à ce moment-là, dirigé contre les juifs pragois. Et si tant est qu'il y en ait eu un, bah voilà. En tout cas, moins d'un an plus tard, l'empereur déchu décédera dans d'épouvantables circonstances. Et ce qui a été l'élément déclencheur est quand même pas banal. Il se trouve en effet que notre monarque nourrissait une passion sans borne pour les lions. Et des lions se baladaient dans certaines parties du palais tout à fait librement, ce qui a parfois posé des problèmes, comme vous en doutez, à la domesticité. Il y a eu, comme qui dirait, des accidents. Et Rodolphe II avait une affection particulière pour un lion. Il l'adorait, son lion. Et puis, voilà qu'un jour, le lion passe l'arme à gauche. Et là, la mort du lion adoré, c'est un signe dans sa tête. Il ne veut plus lutter. Il est déjà pas en bonne santé. Et là, là, ça va se détériorer. Son cœur est probablement défaillant. Un beau jour, ses pieds et ses jambes vont se mettre à enfler terriblement, à tel point qu'on ne peut même plus lui ôter ses bottes. Et on va le laisser avec ses bottes. Ah bah ça va pas faire de pli, il va y avoir une gangrène qui va s'installer là-dedans et il veut pas que les médecins le soient remarqué à l'époque. Même maintenant c'est compliqué à soigner une gangrène, mais là, bon. Donc il voudrait boire que de l'élixir de vie venant d'un alchimiste venu d'Angleterre, qui hélas restera sans effet, et c'est ainsi qu'il va rendre son dernier souffle le 20 janvier 1612 à 7 heures du matin. Voilà. Donc bien triste fin également pour ce monarque qui était peu banal. J'espère que cette histoire un peu particulière vous aura plu. On était quand même en présence de deux personnages exceptionnels, très différents, mais qui étaient singuliers. Et cet empereur sortait quand même de l'ordinaire. Et puis ce fameux golem, vous en savez un petit peu plus. C'est pas évident de faire le tri parce qu'il y a énormément de sources et des trucs qui sont bon, pas très sérieux, faut quand même le dire. J'ai quand même écouté des rabbins hein, s'exprimer sur le Maharal notamment, qui m'a donné l'idée d'aller un petit peu plus loin pour en savoir plus sur ses pensées, parce que c'est profondément pertinent. Il n'y a pas forcément d'ailleurs, vous apprenez beaucoup de choses qui sortent du religieux. Il y a de tout, c'est passionnant. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. La prochaine fois, on va monter en avion et ça va faire bizarre là aussi, ça va très mal se passer, mais bon. Voilà. Bah, j'espère que vous avez passé un bon moment, que la vie est belle, et que on se reverra bientôt, que vous allez passer une bonne journée si vous écoutez de jour, une bonne après-midi, une belle soirée, une bonne nuit, parce qu'il y a des insomniaques, je le sais, que vous n'avez pas trop dormi. J'ai pas été trop longue aujourd'hui, mais enfin bon, l'information était touffue, et puis bon, on peut avoir envie de ronronner. Voilà. Donc je vous embrasse, je vous remercie encore et je vous dis à bientôt. À bientôt.